Donc, on l'a fait en 2023, il sera publié en 2024. J'ai quelques liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je vais certainement pas vous faire un résumé en 15 minutes, c'est pas le lieu, ça va pas être, c'est pas ça que je veux faire. Je ferai juste une petite introduction sur les nouveautés en une slide, et puis après je parlerai un peu plus du traitement dermato et du traitement rhumato, puisque c'est là-dedans que ça a un peu changé par rapport au PMDS antérieur. Et pour le traitement rénal, il change les consignes ne changent pas beaucoup des recommandations EULAR et des recommandations de la CADIGO, donc ça a un intérêt un peu moindre. Donc c'est 130 pages, c'est énorme. Rédaction collégiale, il y a eu 2 journées de 8 ou 9 heures qui étaient interminables, multidisciplinaire, avec tout l'été à relire et à rédiger. Multidisciplinaire, il y a l'adulte et l'enfant. L'enfant, la partie enfant a été largement grossie, ce qui est bien, ce qui est adapté. Alors, les nouveautés et développement. Ce qu'il y a de nouveau, est-ce qu'on a hypertrophié? Il y a une grosse hypertrophie maintenant du parcours de soins, du diagnostic en se servant presque des critères de classification de l'ACR et de l'EULAR 2019 comme diagnostic. On ne doit pas le faire, mais finalement, elles sont tellement sensibles qu'on a un intérêt à utiliser, à mon sens, cette classification, ne serait-ce que pour la déclaration d'ALV30, par exemple. Annonce diagnostique, il y a toute une page sur l'annonce diagnostique, c'est un sujet souvent oublié par les cliniciens. Le suivi, les professionnels impliqués en impliquant très large, l'éducation thérapeutique, les comorbidités. Et surtout, je trouve qu'il y a un intérêt important dans la description clinique qui est de plus en plus complète. Il y a 30 pages et je dois dire que c'est là-dedans qu'on a presque plus de détails que dans un article standard. Alors, pas autant qu'un textbook, mais il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et qui permettent d'avoir les idées un peu plus claires sur des manifestations un peu atypiques de la maladie. On a introduit la notion de fatigue en 1 ou 2 pages. 80% des malades sont fatigués et c'est pas forcément lié à l'activité de la maladie. L'atteinte dermatologique a été scindée en lésions spécifiques du lupus, aiguë, subaiguë, chronique, et on insiste sur le fait qu'il y a d'autres lésions dermatologiques au cours du lupus qui ne sont pas de même mécanisme que l'infiltration tissulaire, qui sont par exemple la vasculopathie thrombosante et le lupus érythémateux neutrophilique. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas du tout les mêmes traitements. L'atteinte rhumatologique a été précisée et je trouve que ça a vraiment été bien maintenant très bien décrite. Description des arthrites, des arthralgies, des ténosynovites, l'atteinte des structures périarticulaires. Et donc, ça décrit vraiment ce qu'est l'atteinte articulaire au cours du lupus, qui n'est pas du tout celle de l'APR et qui est beaucoup plus compliquée et subtile à préciser. Il y a eu un gros travail sur les lupus monogéniques où il y a là, une trentaine de maladies qui sont répertoriées, qui sont donc des lupus secondaires et des anomalies monogéniques de transmission autosomique dominante ou récessive ou liée à l'X. Maintenant, il y a de quoi parler, avec des détails sur comment y penser. Et puis, on a introduit également le dosage de l'interféron alpha et des mesures des scores interféron type 1. Ça ne faisait pas partie des PNS antérieurs, pour dire que principalement, on ne sait pas vraiment comment s'en servir actuellement, sauf peut-être pour pister, pour détecter les malades suspects d'avoir une interféronopathie type 1. On n'a pas précisé qu'il fallait s'en servir pour surveiller les malades en rémission. Bon, ça sera des travaux à faire. Lupus est une maladie chronique, donc l'objectif thérapeutique est simple. On veut un malade sans symptômes cliniques avec le moins de corticoïdes possible. Et c'est ce qu'on appelle actuellement en termes modernes la rémission. 0 signe clinique. L'objectif de tout patient, c'est d'avoir 0 signe clinique et d'avoir une corticothérapie à moins de 5 mg par jour. On se moque de l'existence, de la persistance d'une activité sérologique. On se moque également mais on ne tient pas compte non plus de la nécessité d'utiliser un immunosuppresseur ou double pour obtenir cette corticothérapie à moins de 5. Donc ça, on rejoint les recommandations internationales là-dessus. Donc c'est ce qui s'appelle la rémission. Je suis désolé, mais je me trompe à chaque fois que je pense. Le surrogate, le proxy de la rémission, c'est ce qu'on appelle le Low Disease Activity Status, qui est en gros comme la rémission, sauf avec quelques petits signes
articulaires ou cutanés qui ne sont pas nouveaux. Et le cut-off de corticoïdes, c'est 7,5. Voilà. C'est à peu près la même chose que la rémission. En gros, 90% des malades qui sont en LDAS sont des malades qui sont en fait en rémission. Alors, lupus, maladie chronique. Donc, le traitement, il y a un traitement de fond, comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète. C'est une maladie où il y a besoin d'un traitement quotidien, même chez un malade en rémission. Et tout le monde est d'accord maintenant pour reconnaître de façon internationale que c'est l'hydroxychloroquine en traitement de fond. Tous les patients devraient être sous hydroxychloroquine. Il y a une discussion actuelle sur la dose. On sait que l'efficacité est aux alentours de 6,5, ou en tout cas a été démontrée à peu près correctement à 6,5 mg kg jour, et que la toxicité est à 5 mg. Et donc, on jongle avec ces 6,5, ces 5. Et puis, le fait qu'en fait, quand on donne 6,5 mg kg à un malade, il prend probablement pas 6,5, il prend 5. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. En gros, sachez qu'il faut quand même donner en chronique pas plus de 5 mg kg jour pour éviter la toxicité oculaire. La dose d'attaque est à 400 mg puisque les comprimés sont à 200 mg, sauf en cas d'insuffisance rénale et pour les petits poids pour les enfants, par exemple. 3-4 semaines avant d'être efficace, c'est vraiment pas cher par rapport aux biothérapies. Il y a l'AMN dans la prévention des rechutes de lupus systémique. On poursuit pendant la grossesse, même si c'est barré sur la boîte. C'est plus dangereux de l'arrêter que de le poursuivre. Et on peut se servir du dosage d'hydroxychloroquine pour évaluer l'observance, peut-être pour adapter le traitement, mais ça, c'est pas encore complètement clair. La surveillance ophtalmologique du plaquenil, on a repris celle qui est donnée, dictée par les Américains, qui ont donc une joint statement sur comment surveiller le plaquenil dans les maladies rhumatismales. Avec comme centre le champ visuel automatisé 10.2, le test de Humphrey, et l'OCT-SD. L'électrorétinogramme est bien, mais compliqué à faire, et donc on ne le met plus en première ligne. Et ces deux examens doivent être faits, si possible, au début du traitement, pas forcément avant de débuter. Et puis, à partir de 5 ans de traitement, on le fait tous les ans. S'il y a des facteurs de risque particuliers, petit poids, grosse dose, insuffisance rénale, grand âge, on le fait un peu plus souvent. Et puis, juste une petite remarque sur le champ visuel, c'est un examen qui est assez subjectif. Et donc, il ne faut pas forcément tenir compte d'un aléa de mesure, il faut les répéter, il faut ne pas hésiter à envoyer un spécialiste. Donc ça, c'est classique comme recommandation sur l'hydroxychloroquine, rien de neuf. Maintenant, le traitement, donc je vous ai dit que je ne ferai, donc j'ai parlé du traitement de fond, je ferai que la peau, les articulations et, si j'ai le temps, un peu le rein. Donc, vous savez que pour la peau, je ne parlerai que des lésions spécifiques. Je ne parlerai pas des vasculopathies thrombosantes ni des lupus neutrophiliques. Donc, les lésions spécifiques de lupus cutané, vous savez, globalement, on peut distinguer de lupus aigu à gauche, dont le traitement en général repose sur, et c'est en général associé à des poussées extra-articulaires que l'on va traiter pour leur propre compte. Et donc, en général, le lupus cutané aigu se traite avec le traitement du lupus systémique donné pour autre chose que la peau. Le traitement local est parfois nécessaire. On parlera un peu plus du lupus subaigu et chronique. Donc le lupus subaigu dans sa forme annulaire ici ou dans sa forme pseudo-psoriasique, psoriasiforme, on inscrit je pense la première fois qu'il faut quand même se méfier beaucoup des médicaments inducteurs. Et ceux qu'on vend en poupe en ce moment, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, si vous avez un malade qui a un lupus subaigu, regardez son ordonnance, et puis si vous pouvez enlever les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est tant mieux. Les preuves sont pas très fortes, mais bon, il y a des données expérimentales et des données épidémiologiques pour penser que ça peut être impliqué. Il y a une grande liste, on a mis une liste de médicaments inducteurs, autres que les IPP. Et puis le lupus chronique, je vais simplement vous parler du discoïde. Et en fait, pour l'une des premières fois depuis la rédaction des PNDS, je pense qu'on met que c'est en gros une urgence esthétique. Parce que surtout chez les patients à peau noire, il peut y avoir des séquelles rapidement indélébiles, et quand c'est affichant sur le visage, c'est quand même fortement embêtant. Donc le traitement du lupus spécifique de ces deux atteintes subaiguës et chroniques, les premières mesures, c'est protection solaire. On a mis des raccourcis pour montrer des endroits, les vidéos où on peut voir comment se maquiller, par exemple, comment mettre la crème solaire. Sevrage tabagique, notamment pour le lupus chronique. Éviter les médicaments photosensibilisants, puis éviter les corticoïdes.
Ça marche très bien, les corticoïdes. Le seul problème, c'est que, le seuil de corticodépendance peut être important. Et puis, quand c'est mis sur la peau, eh bien, ça peut laisser des cicatrices indélébiles. Donc, on essaye de les éviter, sauf exception. On peut les utiliser par voie générale en cas d'exanthème, en cas de Rowell, par exemple, au début du traitement d'une paniculite, qui peut être résistante au traitement classique. Et puis par voie locale, on peut les utiliser un peu plus souvent dans les endroits où les cicatrices sont un peu moins importantes à craindre, comme le cuir chevelu ou les muqueuses. Autrement, pour la peau, ça marche, mais bon, on essaie de les éviter. Les traitements locaux, ça sera le tacrolimus pommade à 0,1% qui est actuellement peu disponible, un peu en rupture de stock. Il est prescrit hors AMM. Il est bien toléré, sauf des brûlures initiales pour lesquelles on peut proposer de l'aspirine 30 minutes avant la prise. L'efficacité au long cours, alors ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de toxicité, ni locale ni générale, connue pour l'instant. Le problème, c'est que c'est quand même pas superbement efficace. Et puis, startiner de pommade 2 fois par jour au long cours, c'est assez vite abandonné par les patients. Donc, on parle des traitements systémiques. On introduit le fait maintenant, donc traitement systémique du lupus à manifestation cutanée. Donc, ça va dépendre de l'atteinte cutanée. Donc, on introduit pour la première fois le CLASI faible entre 0 et 9. Je ne vous dis pas ce que c'est le CLASI, vous avez accès, puis il sera sur le PNDS. Donc, CLASI faible entre 0 et 9, CLASI modéré entre 10 et 20 et CLASI sévère supérieur à 20. On ne traite pas forcément de la même façon en fonction de ça. Il faut faire la part entre les lésions actives que vous allez réussir à traiter, les lésions chroniques sur lesquelles vous ne pourrez rien faire. Là, on tient compte de ce que veut le patient. Le risque cicatriciel, c'est majeur. On ne traite pas un discoïde de la même façon qu'un subaigu. Les autres atteintes systémiques, le thalidomide ne sera absolument pas efficace sur l'atteinte articulaire. Au contraire, pour l'aggraver, désir de grossesse et des autres comorbidités. Donc, le traitement systémique de première intention, c'est l'hydroxychloroquine. Out la chloroquine parce qu'il n'y en a plus. Commercialisé, on peut en faire, mais en gros, on s'est mis d'accord pour dire que switcher l'hydroxychloroquine pour la chloroquine dans les lupus cutanés résistants, ça n'avait pas un intérêt majeur. Ça améliore, donc on donne en cas d'échec des traitements locaux d'emblée en association avec dans les formes modérées à sévères. Amélioration dans 60% des cas, et il faut attendre 3 à 4 mois pour juger la pleine efficacité. Traitement systémique de deuxième intention. Le méthotrexate, on est hors AMM, on juge l'efficacité en 3-4 semaines, l'efficacité aux alentours de 50%, donc pas topissime, notamment sur un chronique, c'est quand même embêtant. Et puis vient le thalidomide, que vous connaissez tous. La dose maintenant d'attaque, c'est plus 50 que 100 mg, on commence à 50. Et puis après, on prescrit toujours l'aspirine à faible dose pour prévenir le risque thrombotique. Puis après, on espace, on élargit les prises une fois tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Dans le discoïde, il y a des rechutes fréquentes, ce qui fait qu'on est parfois dépendant de ce traitement-là. Il y a une recommandation temporaire d'utilisation, donc vous êtes dans les clous quand vous le prescrivez. Le lénalidomide qui marche aussi bien se prescrit dans des conditions qui sont un peu moins réglementaires, puisqu'en fait, on est en dehors d'une recommandation temporaire d'utilisation, on est hors AMM complète, et on peut le prescrire en deuxième ligne, par exemple, en cas d'intolérance au thalidomide. C'est une thérapeutique d'exception. Puis les autres immunosuppresseurs que le méthotrexate, on les a mis en disant qu'il n'y avait pas de démonstration d'efficacité. Ça marche probablement. Il y a des pays comme aux États-Unis où ils mettent par exemple le Celcepacéto. C'est des thérapeutiques d'exception. Et on a introduit les biothérapies, donc en traitement systémique de deuxième intention, l'anifrolumab. Il y a une démonstration, une efficacité sur le CLASI, donc un score cutané dédié au lupus, rapide, sur tous les types de lupus cutanés, incluant le chronique. Et puis, il y a une prise en charge en sus des GHS. Donc, pour ceux qui sont chefs de service et qui ont de l'argent, qui comptent leur argent, c'est pris en charge en sus des CHS, en sus des GHS, dans l'indication, dans les formes cutanées chez les patients inéligibles au belimumab ou en cas d'échec du belimumab. Et la commission de transparence a donné un intérêt particulier à ce médicament, on va dire presque à privilégier par rapport au thalidomide et au lénalidomide en raison d'une meilleure tolérance de l'anifro que lénalidomide. Et puis, il y a le belimumab. Alors, lui, il n'y a pas eu de démonstration en essai. Il y a simplement une efficacité cutanée, on va dire, montrée ou suggérée en analyse post-hoc dans les scores globaux, le SLIDE ou le BILAG. Ça semble être plus actif sur les lésions aiguës ou subaiguës que sur les lésions chroniques. Et puis, il y a une prise en charge donc à l'hôpital par voie veineuse en sus des EHS dans l'indication de l'AMM, donc c'est-à-dire lupus résistant au traitement standard avec activité élevée, et par voie sous-cutanée si ça respecte également les indications de l'AMM. Il y a toujours une place pour les lupus bulleux neutrophiliques
pour l'adapsone, la dizulone, qui marche bien, notamment dans les lupus neutrophiliques. Il y a l'AMM pour le lupus bulleux, 100 à 150 mg. Attention, surveillez la méthhémoglobinémie. Nous, on a eu 1 ou 2 accidents respiratoires, donc c'est quand même à prendre en compte. Il faut prescrire de la vitamine B9 pour l'hémolyse chronique. Les articulations, donc on est dans les arthralgies, les arthrites et les ténosynovites. Le traitement systémique de première intention, c'est le même que celui du traitement de fond, c'est l'hydroxychloroquine. On a mis 400 mg par jour. Efficacité 2 à 12 semaines. En attendant l'efficacité, on peut prescrire des AINS non photosensibilisants. Il y a une contre-indication à l'ibuprofène. Et puis, on laisse en première intention, en première ligne, la prednisone, même si on essaye de plus en entendre parler. C'est quand même un médicament redoutablement et rapidement efficace. Donc, on l'a prescrit à moins de 0,3 mg kg jour si on en a besoin, en attente de l'efficacité des traitements de fond. La dose doit être la plus faible possible et arrêtée si possible. Il y a peut-être une place pour les mini-bolus intraveineux qui permettraient de donner moins de corticoïdes en relais. On l'utilise quand on en a besoin, mais on essaie de l'utiliser le moins possible. Mais on en a encore très souvent besoin, je vous rassure. Et puis, en deuxième intention, on vient assez vite au méthotrexate. Donc, vous voyez, polyarthrite lupique persistante ou récidivante, résistante à l'hydroxychloroquine, à discuter précocement en cas de polyarthralgie inflammatoire invalidante, en particulier en cas de corticodépendance. On peut peut-être sauter l'étape corticoïde si on a une situation clinique qui le permet, avant de mettre le méthotrexate. Délai d'efficacité 4 à 12 semaines. Et puis, les autres immunosuppresseurs tels que mycophénolate mofétyl, l'acide mycophénolique, l'azatioprine ou les flunomides, démonstration d'efficacité pas bien, donc on ne sait pas bien où le placer, en tout cas probablement pas en deuxième intention, c'est le méthotrexate. Et pour terminer sur les articulations, en cas d'échec du méthotrexate ou de contre-indication du méthotrexate, eh ben, on peut passer au belimumab. Il y a une efficacité articulaire montrée en analyse post-hoc dans les scores globaux, avec épargne cortisonique, dans le cas de résistance ou d'intolérance au traitement de seconde intention ou à visée d'épargne cortisonique, et il est pris en charge à l'hôpital en sus des GHS ou en ville. Donc, c'est les mêmes conditions de remboursement que pour la peau. Et l'anifro, alors lui, pour les articulations, la place est moins bonne que pour le belimumab. L'efficacité articulaire montrée en analyse post-hoc seulement. Ça semble efficace quand nous, on l'a utilisé, mais bon, c'est les essais thérapeutiques qui montrent que ça ne marche pas bien. Donc, la commission de transparence avait conclu que ça pourrait avoir un intérêt en troisième ligne après échec du BELI, et les conditions de remboursement ne sont pas en faveur de son utilisation puisqu'il est dans le GHS, donc ce n'est pas bon pour les finances du service. Et pour terminer, le lupus rénal, je vais faire bref. Premièrement, on a mis 2 schémas de corticothérapie. Donc, comme tout le monde, on essaye de baisser la dose de corticoïdes. On a mis 2 schémas de corticothérapie. Un schéma à dose moyenne 0,5 mg kg jour au départ, et puis un schéma à dose plus importante dans les cas d'insuffisance rénale aiguë, par exemple, dans les cas de prolifération importante, d'activité inflammatoire importante, avec une baisse de la corticothérapie relativement rapidement, avec un objectif d'être avec des corticoïdes faibles assez vite. Et le traitement immunosuppresseur, c'est dans les classes 3 et les classes 4. En première ligne, mycophénolate mofétyl 2 à 3 grammes versus et ou cyclophosphamide sous le mode Eurolupus. Associé ou pas, c'est vous qui décidez. En tout cas, c'est pris en charge par la Sécu avec du belimumab, plutôt par voie sous-cutanée pour le remboursement. Et puis, en cas de sévérité importante, on peut faire toujours le NIH, donc 1 gramme tous les mois pendant 6 mois, ce que font encore les néphrologues dans les formes graves. Chez les rechuteurs, eh bien, on peut proposer le belimumab si on ne l'a pas proposé en première intention, associé au cyclophosphamide ou au mycophénolate mofétyl. En cas de résistance, on switch. Vous passez du Cellcept au cyclophosphamide ou du cyclophosphamide au Cellcept. Et puis, dans les cas réfractaires, on peut utiliser en gros ce qu'on veut, qui a été étudié en phase 2, donc comme le rituximab, ou qui ont montré des échecs, mais peut-être une efficacité en vraie vie, comme le rituximab, l'ominituzumab, le tacrolimus ou la cyclosporine, en général en sus de l'utilisation du Cellcept que vous allez maintenir. Et puis voilà, alors pour terminer, on a ajouté, il y a un chapitre important sur grossesse et contraception que je ne vais pas vous détailler. Il y a aussi 20 pages sur les comorbidités avec les vaccins, la prévention cardiovasculaire, notamment les surveillances des toxicités des médicaments. Et il y a un lien avec le PNDS et SAPL. Et la publication est imminente. Je crois qu'il y a eu la correction de la correction de la correction encore fin décembre. Donc voilà. Je vous remercie.